Notre invité ce matin, Dominique Bussereau, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, ancien ministre, député UMP, président du Conseil général de Charente-Maritime. De la Charente-Maritime. De la Charente-Maritime, oui, parce que c'est un fleuve, c'est un beau fleuve, la Charente. C'est vrai que la Charente est un beau fleuve. Vous êtes dans la région de Ségolène Royal. Il paraît. Nous allons beaucoup en parler, Dominique Bussereau. Alors, comment avez-vous trouvé Manuel Valls hier soir? J'ai été très déçu. Moi, je connais Manuel depuis longtemps. Quand il était au cabinet de Lionel Jospin, je trouvais que c'est un garçon brillant. Comme disait l'intérieur, il a défoncé les écrans. Il était très présent à l'Assemblée, il parlait avec beaucoup d'autorité. Et hier soir, j'ai eu le sentiment qu'il ne parlait pas aux Françaises et aux Français, qu'il l'attendait derrière leur écran. Et à qui parlait-il? Il parlait au président. Il parlait à Hollande, il se référait sans arrêt à lui, comme, je veux dire, un ministre du général de Gaulle aurait cité le général de Gaulle toutes les trois phrases. Et j'ai pas pétrifié. trouvé... Vous l'avez trouvé pétrifié. Oui, alors que s'est-il passé dans les 2 heures de conversation qu'ils ont eues face à face le matin même? Alors ça, il faudra leur poser la question. Eh oui. Mais ça montre bien que dans la Ve République, et on a connu ça avec tous les premiers ministres, y compris avec les présidents précédents, l'homme en charge de l'essentiel, c'est le président, et le Premier ministre, il n'est que le porte-parole du président. Et ça va être là la difficulté de ce gouvernement, parce que les Français attendent de Valls qu'il fasse des choses différentes, qu'il mène une autre politique, mais il ne le peut pas. Il ne pourra mener la politique que celle demandée par le président. Et donc ça va être compliqué. Il va y avoir une cohabitation difficile entre 2 hommes qui, l'un et l'autre, ont l'ambition d'être candidats à l'élection présidentielle. François Hollande pour un second mandat. Très certainement Manuel Valls pour un premier, parce que quand on arrive à Matignon, on pense tout de suite à l'étape d'après. 2 tempéraments différents, ça va swinguer. Alors c'est très intéressant parce que vous êtes un observateur avisé. J'ai vécu ça, j'ai vu les gouvernements de l'intérieur. Et vous connaissez bien le monde politique, c'est pour ça que je vous ai invité ce matin. J'avais très envie d'avoir votre opinion, Dominique Bussereau. C'est vrai ce que vous dites. Mais tiens, petite parenthèse, est-ce que au PS on va devoir organiser des primaires pour 2017? Alors ça, si vous voulez, c'est le problème qu'on a eu nous aussi. Oui, que vous avez et que vous allez avoir. Et que nous allons peut-être avoir. Oui. A priori, quand le président est sortant, on fait pas de primaire. Donc c'est pour ça qu'avec Sarkozy, nous n'avons pas fait de primaire. Quand on est dans l'opposition, on fait des primaires. Mais si ça se passait mal, si le président était dévalorisé, si la fin de son mandat fonctionnait aussi mal que le début de son mandat, je pense qu'il y aurait au PS un certain nombre de gens pour demander qu'on change de cheval. Ça existait d'ailleurs un petit peu avant la fin de l'ère de Nicolas Sarkozy, où certains disaient si c'était un tel, ça aurait peut-être été mieux, etc. Pour Nicolas Sarkozy a mis tout le monde d'accord. Mais là, est-ce que François Hollande sera en position de le faire? Aujourd'hui, c'est difficile de le savoir. Ça veut dire que la primaire a commencé presque. C'est une primaire. Écoutez, moi, ça me rappelle, Jean-Jacques Bourdin, une situation que j'ai vécue, vous avez vécu aussi, qui est Mitterrand-Rocard. Mitterrand, en 88, est réélu président de la République, brillamment, contre Jacques Chirac. Il fait une dissolution, entre-temps il a nommé Michel Rocard, et il va passer son temps à tuer Michel Rocard, qui est plus populaire que lui. Alors, je ne sais pas si les choses se reproduiront, mais il y a beaucoup de Mitterrand dans Hollande. Vous pensez que François Hollande va chercher sans cesse à tuer Manuel Valls? Il va l'utiliser. Vous savez, un Premier ministre, c'est quelqu'un, moi j'ai vu ça, j'en ai connu, j'ai des amis qui ont été Premiers ministres. Jean-Pierre Raffarin, par exemple. Et d'autres, François Fillon. Un Premier ministre, le Président l'utilise jusqu'au bout, il presse l'éponge jusqu'au bout, parce que c'est au Premier ministre de prendre les coups. Le Président, il fait la stratégie. Le Premier ministre, c'est pour ça que c'est la fonction la plus difficile de la République, la plus compliquée, la plus dure, la plus inaudible parfois par les Français. Le Premier ministre fait le sale boulot, et le boulot quotidien. Il y a une prise d'otage à Carpentras, il décide si on envoie le GIGN, il y a un bateau espagnol qui est dans le golfe de Gascogne, il décide si on doit le détourner sur La Rochelle, tout ça en 30 secondes sans avoir le temps de réfléchir. Alors que le président, lui, et dans la stratosphère politique. Et Dominique Bussereau, 16 ministres dans ce gouvernement resserré, c'est bien. Ça, c'est une modernité. C'est bien. Alors, ceci étant, il y a des domaines importants qu'il faudra traiter. Par exemple, dans l'intitulé du ministère de Laurent Fabius, qui pose déjà problème pour le commerce extérieur, vous en avez parlé ce matin. Ça y est, il s'attribue le commerce extérieur. Il n'y a pas le mot Europe, ce qui est dommage. C'est la première fois depuis longtemps que, par exemple, Hubert Védrine, que je connais bien, m'avait expliqué qu'il avait des sollicitations à l'époque de Nicolas Sarkozy, au moment de l'ouverture en 2007, mais qu'il n'avait pas voulu parce qu'il y avait un ministère des Affaires européennes différent. Bon. Et là, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas le mot affaires européennes. Le commerce extérieur, problème qui est posé depuis ce matin. Les transports, pardonnez-moi, c'est un domaine qui m'est cher, mais c'est la vie quotidienne des Français. C'est dans aucun intitulé. Donc il va falloir maintenant compléter ce gouvernement. Et il va y avoir là-dedans plusieurs cohabitations. Vous l'avez évoqué sur votre antenne ce matin. Cohabitation entre le président et le Premier ministre qu'il s'est choisi.
cohabitation entre les deux têtes de Bercy. Parce que si vous voulez, à Bercy, moi j'ai été ministre du budget, il faut un ministre de l'économie et des finances qui soit le patron. Bon. Il faut un ministre du budget, après on peut avoir un ministre de l'industrie et un ministre du commerce extérieur. Et si on veut faire des économies, on en met que 3 et on fait industrie et commerce extérieur en même temps. Là, on met 2. L'un assez eurosceptique, l'autre très social-démocrate, très européen, Michel Sapin. Et l'un économie et l'autre finance, ce n'est jamais arrivé. Sauf en Allemagne, parce qu'en Allemagne, la structure est différente et il n'y a pas, si vous voulez, le poids de ce que représente Bercy avec la douane, le trésor, la comptabilité publique, les impôts, etc. Là, ça va être très difficile, surtout que ce sont 2 ministres qui sont ambitieux. L'un a un accès très direct et très personnel au président, c'est son ami de toujours, Michel Sapin. L'autre est aussi sur une trajectoire présidentielle future. Et le Trésor, je ne voudrais pas le malheureux Fernandez, qui est directeur du Trésor aujourd'hui, qui est un garçon brillantissime, je ne voudrais pas être à sa place d'avoir la co-tutelle de ces 2 poids lourds sur la direction du Trésor. Alors, je regardais la composition. On retrouve dans ce gouvernement des hommes ou des femmes politiques qui sont là depuis très longtemps. Oui, Est-ce que ça ne pose pas le problème du renouvellement quand même de la classe politique française? Dans la case positive, ce sont des pros. Oui, ce sont des pros. Ouais, Laurent Fabius, c'est un pro. Pinel, qui est récent dans le paysage politique. On ne sait pas si elle est vraiment pro. Certains ont été nommés il y a très longtemps pour la première fois. Laurent Fabius nommé pour la première fois au gouvernement en 1984, donc il y a 30 ans. Ségolène Royal nommé pour la première fois en 1992, donc il y a 22 ans. Et puis d'autres que je pourrais citer. Où est le renouvellement de la classe politique française? Je pense que c'est pour ça que les Français ce matin et la presse se disent... On a pris les mêmes et on recommence. Mais vous faites pareil à l'UMP, cela dit. On a comme du renouvellement. On a des garçons comme Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy et beaucoup d'autres. Mais je pourrais vous dire Bruno Le Maire, je pourrais vous dire Nathalie Kosciusko-Morizet, je pourrais vous dire Xavier Bertrand. Pas émerger. Laissez-leur un peu le temps de faire leurs preuves. Donc c'est un gouvernement de grands professionnels de l'action publique, mais après ce qui s'est passé au municipal, qui a été aussi quelque part la volonté des Français de remettre en cause des notables socialistes qui étaient là depuis des dizaines d'années, comme par exemple à Limoges, avoir un gouvernement sans les nouveaux visages du PS, c'est dommage. Parce que moi j'ai remarqué à l'Assemblée, depuis 2012, beaucoup de nouveaux visages, d'hommes et de femmes brillants, nouveaux, qui auraient leur place au gouvernement. Alors ils vont peut-être rentrer comme par des secrétariats d'État pour prendre place dans le dispositif, mais c'est dommage de retrouver grosso modo le gouvernement Mitterrand d'après 81. Bien, on va parler de Ségolène Royal, que vous connaissez bien. Oui, je vais la voir même peut-être tout à l'heure à Poitiers à 14h. À 14h à Poitiers tout à l'heure. Dominique Bussereau, vous la connaissez bien, Ségolène Royal, c'était incontournable son retour selon vous? Écoutez, elle a tout fait pour revenir. Il y a plusieurs problèmes se posaient. Le président avait dit en 2012, pas de ministres qui ont été battus aux législatives. Il a surmonté cet obstacle. Il y avait des obstacles d'ordre privé sur lesquels je n'ai pas à m'apesantir. Je reviendrai quand même un petit peu là-dessus. Ségolène Royal, moi je la vois souvent, je la vois dans le train. C'est votre adversaire politique, hein? Oui, enfin, j'aime pas le terme d'adversaire. Disons que dans cette région, en compétition. Disons que dans cette région, Jean-Pierre Raffarin et moi, et elle de l'autre côté, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde pour notre région. Bien. Elle avait une envie folle de revenir au gouvernement. Elle a du talent, incontestablement. Elle a une capacité d'expression et de médiatisation forte. Après, moi, je suis beaucoup plus réservé, après avoir dit du bien de la forme, du fond. Parce que moi qui l'observe et qui la vois travailler, je considère que sur le fond, par exemple, Poitou-Charentes, dont elle nous dit que c'est l'excellence écologique ou pas? C'est la terre des petits oiseaux. Écoutez, il y a un classement annuel qui est fait par un de vos confrères de la presse écrite, 18e sur 23 en performance écologique. Autre exemple, la voiture électrique, qui est naturellement une bonne idée. C'est l'échec terrifiant de l'IES et de l'AMIA après des dizaines de millions d'euros d'argent public mis sur ce dossier. Elle n'y est pour rien, non? Si, c'est elle qui a managé toute cette affaire et aujourd'hui on a ta liquidation judiciaire. Donc si vous voulez, je considère que Madame Royal parle très bien de l'écologie, qu'elle en fait une belle prose, mais qu'elle ne la pratique pas réellement dans l'exercice des dossiers sur le terrain. Alors que Philippe Martin, qui vient de partir après 9 mois, et c'est dommage parce que c'est un homme de grande qualité, Philippe Martin, il faisait pas de bruit, il n'était pas dans les médias, mais il bossait réellement, comme d'ailleurs l'a fait Delphine Batho, qui a été virée précipitamment. Est-ce que vous demandez ce matin à Ségolène Royal de quitter la présidence de la région Poitou-Charentes? Est-ce que vous me donnez une minute pour faire un peu d'histoire politique? Allez-y. Le président Chirac demande en 2002 à tous ses ministres de quitter soit leur mairie, soit leur présidence de département, soit leur présidence de région. Le président Sarkozy s'en fiche. Il laisse chacun, et moi j'étais à un moment ministre et président de mon département. Le président Hollande dit: je ne veux
aucune exception. Je ne veux même pas d'adjoint au maire, simple conseiller municipal, je ne veux pas de vice-président de département ou de région. Donc c'est la règle du président Hollande, et règle qui d'ailleurs est approuvée par Madame Royal, qui fait beaucoup de déclarations en disant que le cumul c'est une absurdité, c'est amoral, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est au président de la République de décider, et au Premier ministre, si Madame Royal souhaite rester présidente de la région, si c'est possible, mais ce serait contraire à tout ce qui a été fait depuis 2 ans, et je serais Jean-Marc Ayrault, je trouverais ça un peu bizarre, parce que je viens de rentrer par le TGV à Nantes, alors que j'aurais pu rester maire de Nantes si j'avais su 3 jours plus tôt où je n'étais plus Premier ministre. Voilà, je trouve qu'il y aurait une part d'injustice. Donc vous demandez, mais non, logiquement, vous demandez rien, mais vous dites moralement, si l'on a de la constance politique... Ségolène Royal doit quitter la présidence. Bourdin, je vais parler expérience ministérielle. Oui. Ce ministère est le numéro 2 dans l'ordre protocolaire du gouvernement. Derrière Laurent Fabius. Après Laurent Fabius, ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. C'est le ministère de l'énergie. C'est le ministère de la transition énergétique. Oui. C'est quelque part, je l'espère, le ministère des Transports. Rappelez-vous que cela a déjà existé. C'était le cas de Jean-Louis Borloo, numéro 2 du gouvernement Fillon, puis de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça implique naturellement d'être à plein temps. Naturellement. Donc je veux dire, la question ne se pose même pas en termes de je veux garder ceci ou cela, ça implique naturellement être à plein temps. Ceci étant, si Madame Royal veut rester présidente de région, ne pas être sur le terrain et faire de la politique à Paris, c'est pas son opposition régionale qui s'en plaindra. Non, mais ça, voilà. J'imagine. C'est leur affaire. Vous seriez à sa place, vous feriez quoi? Franchement. Écoutez, après avoir dit ce que j'ai dit, ce qu'elle a dit, parce que ce que je ne pense pas sur le cumul des mandats, je me serais même pas posé la question et je n'aurais pas laissé mes porte-paroles indiquer que je souhaite rester à la tête de ma région. Donc, mais c'est une affaire entre elles. C'est une affaire entre elles et le président de la République et le Premier ministre. Ça les regarde et l'opposition est spectatrice. Vous êtes pour le cumul, vous, Dominique Bussereau? Écoutez, moi, je pense qu'on va avoir un problème avec le non-cumul, qui est un problème de vie. C'est-à-dire, vous êtes journaliste, vous êtes avocat, médecin, cadre d'entreprise, salarié, etc. Vous êtes battu à une élection municipale législative. Le fait d'avoir un deuxième mandat vous permet de continuer à être dans la sphère publique. Si ce n'est plus le cas, ça veut dire que votre vie publique s'arrête. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de non-cumul, il faut organiser un système, de valorisation des acquis d'expérience. Vous savez, ça existe. On peut aller à l'université et dire, je veux une maîtrise de droit, je veux une maîtrise de biologie, etc., parce que j'ai été biologiste, parce que j'ai fait du droit, etc. Bon. Mais il faudrait que, par exemple, quelqu'un qui ait à gérer les affaires sociales d'un département, parce que le budget est énorme, puisse entrer ensuite dans une agence régionale de santé. Il faudrait qu'un député qui a été très actif à la commission des affaires étrangères, qui est battu, s'il n'y a plus de cumul de mandats et plus de raison de rester dans la politique, puisse partir travailler dans une de nos ambassades. Donc il faut, si on veut avoir un personnel politique de qualité, à partir du moment où il y aura des couperets qui sont les couperets, des alternances qui sont brutales et qui sont rapides, il faut permettre aux hommes et aux femmes qui se lancent dans la vie publique, qui font des sacrifices personnels, des sacrifices familiaux, d'avoir la possibilité de reprendre une activité professionnelle. Regardez, en Allemagne, le chancelier Schmitt, il va diriger le Spiegel, pas le Spiegel, Die Welt à Hambourg, qui est un des plus grands journaux allemands. Le chancelier Schröder, c'est moins noble, clair. Il va chez Gazprom avec lequel il signe des accords. J'ai un collègue québécois qui est devenu un des présentateurs de la télévision les plus connus au Québec, après avoir eu des problèmes dans sa vie politique. Donc s'il n'y a pas Roselyne Bachelot, c'est une belle reconversion. Il faut qu'il y ait des passerelles, sinon la vie politique va s'étioler, va rester une affaire de clan et d'apparatchiki, et le non-cumul, au lieu d'être un progrès, serait une régression. Bien, Dominique Bussereau, à propos de Ségolène Royal et du président de la République, une vie commune très longue, 4 enfants ensemble, et puis une séparation, et puis une séparation politique, et puis tout à coup des retrouvailles politiques. Est-ce que elle a sa place au gouvernement ou pas? Écoutez, moi je mets complètement de côté la sphère privée. Il y a beaucoup d'entreprises en France dans lesquelles des couples qui ont été mariés continuent de travailler ensemble en ayant des vies personnelles différentes. Ça existe dans des cabinets d'avocats, dans les entreprises, peut-être dans des rédactions de médias français. Donc le fait qu'il y ait eu une relation familiale intense entre ces deux personnages, ces deux personnalités, ne me choque pas. Ce qui serait choquant ensuite, c'est que ça entraîne une forme de favoritisme. C'est-à-dire que Manuel Valls, Premier ministre, fasse un arbitrage sur un problème sur lequel il y a discussion entre, par exemple, Arnaud Montebourg sur le gaz de schiste et Madame Royal, le ministre de l'écologie, et que, n'acceptant pas le Premier ministre,
elle fasse appel au président. Au président de la République. Une relation plus privilégiée. Oui. Là, ça serait un mauvais exemple de fonctionnement de la République. Mais le fait qu'ils aient été en couple, qu'ils aient des enfants ensemble, et qu'ils soient dans la même équipe pour gérer la France, ne me choque pas. Je pense que le président Clinton aurait eu avantage à plus bénéficier des conseils d'Hillary Clinton que d'une stagiaire qu'il avait rencontrée au hasard de ses promenades électorales. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de Mme Clinton pour être la future présidente des États-Unis pour le camp démocrate. Non, c'est vrai. Dominique Bussereau, vous avez bien connu François Hollande, vous étiez étudiant à Sciences Po avec lui, je crois. Oui. Vous avez un souvenir commun Alors écoutez, il y a deux choses dont je me souviens. La première, c'est quelquefois je parlais avec lui en bibliothèque ou dans la péniche, c'est qu'il adorait les impôts. Il nous expliquait que il adorait les impôts. Oui, que le moyen, on s'en aperçut. Oui. Que le moyen de réformer la France, c'était la fiscalité. Bon, ça m'a beaucoup marqué à l'époque parce que c'était pas un point de vue généralement partagé. Et je m'aperçois 40 ans après, un peu plus de 40 ans après, que c'est toujours le cas. Et puis un autre exemple qui est beaucoup moins drôle, vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'opposition assez violente entre la gauche et la droite, l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y avait un mouvement parti de la faculté d'Assas à Paris qui s'appelait le GUD. Et je me souviens un jour d'une attaque du GUD, tout cuirassé et gourdins à la main. J'ai dit gourdins. Oui, d'accord, j'ai compris. Il y avait d'un côté le stand des étudiants modérés que je tenais à ce moment-là avec deux amis, Patrick Dumière et Philippe de Villiers, qui ensuite a eu la vie que vous lui connaissez, et un autre du syndicat de gauche proche de la CFDT qui s'appelait le MARC, tenu par François Hollande, et on a vu ces gourdins et ces matraques passer entre nos épaules et un peu sur nos épaules malheureusement. Voilà, c'est un souvenir dont je me souviens. Des deux côtés. C'est un souvenir qui me reste marqué. Vous avez pris des deux côtés, comme on dit. Vous avez pris des deux côtés. Mais si vous voulez, c'est surtout l'aspect fiscalité, la croyance dans la fiscalité pour réformer la société qui m'a beaucoup frappé. Bien. Et je m'en suis souvenu très longtemps. Autre femme dont on Mais ceci étant, c'est un homme que j'apprécie sur le plan humain parce qu'il a un humour que je trouve assez dévastateur. Après, je suis beaucoup plus réservé sur la carrure présidentielle. Bien, Christiane Taubira, qui reste garde des Sceaux. C'est étonnant. Je pense que c'est une couleuvre que l'on fait avaler à Manuel Valls. Volontairement, vous pensez? Nous avions hier une réunion de la commission des lois de l'Assemblée sur le texte, la réforme pénale, présidée par Jean-Jacques Urvoas, qui d'ailleurs aurait souhaité certainement être au gouvernement et qui aurait mérité parce que c'est un homme de qualité. Tout ça a été reporté. Est-ce que ce sera la même réforme? Est-ce que ce sera une autre réforme? Est-ce que le Premier ministre va lui demander de reprendre sa copie? Ça, nous le saurons dans quelques jours. Oui, mais c'était un maintien de... J'ai entendu tout à l'heure Philippe Bilger que vous interviewez un peu avant 8h. Philippe Bilger disait à juste titre, elle a tellement été attaquée, et je trouve parfois les attaques, honnêtement, de la droite ont été injustes à son égard, et moi je me suis pas associé à la violence de certaines attaques, même si je ne suis pas d'accord avec sa politique pénale. Du coup, il était très difficile, vu son aura, de la mettre dehors du gouvernement. Je pensais, comme vos confrères, qu'elle irait sur un autre ministère plus technique, plus différent que le garde des Sceaux. Là, ça va être compliqué. Dans les autres choix dont vous n'avez pas parlé, il y a un choix qui est excellent. Allez-y. C'est Cazeneuve. Cazeneuve, je le connais bien. C'est un garçon, Bernard Cazeneuve, de grande qualité, solide et sérieux. Il a la solidité et la capacité de travail pour être, je l'espère, un bon ministre de l'Intérieur. Vous savez pourquoi c'est un plaisir de vous recevoir, Dominique Bussereau? Parce que vous n'êtes pas là pour dire systématiquement du mal de l'adversaire politique, qu'il soit de droite ou de gauche. Vous savez, je reçois des ministres de gauche qui n'arrêtent pas de taper sur ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, puis inversement, j'ai des opposants qui n'arrêtent pas de taper sur le gouvernement. Et pour une fois, quelqu'un d'équilibré, ça fait du bien, dites-moi, non? Vous êtes gentil, mais ça, vous savez, c'est la qualité charentaise. Non, mais ça fait du bien. Je vais terminer avec l'UMP. Dimanche dernier, victoire. Ça, c'est plus compliqué. Non, victoire, oui, justement. Victoire de l'UMP, oui, mais victoire avec une forte abstention, victoire avec un désaveu du président de la République et du Parti socialiste. Que proposez-vous à l'UMP, justement? Vous avez tout à faire, là, non? Bien sûr. Oui. La victoire des uns, c'est souvent à cause de c'est un truisme, de la défaite des autres. Je veux dire, c'est le différentiel d'abstention qui a fait la victoire. Bon. Il y a aussi le mécontentement du gouvernement, et il y a un autre phénomène, c'est la notabilisation du Parti socialiste. C'est-à-dire que le Parti socialiste, depuis sa première victoire historique au municipal en 1977, donc à l'époque du président Giscard d'Estaing, dont on va fêter bientôt d'ailleurs le 40e anniversaire de la première élection,
à cette occasion, des nouvelles équipes sont arrivées. Et puis, ils sont toujours à peu près restés les mêmes. Donc, il y a un phénomène de notabilisation. Je le vois dans ma région, la surprise de Niort, la ville des mutuelles, gagnée par un garçon de 40 ans. C'est par un parti socialiste, centriste, proche de l'UMP. Il avait été candidat UMP aussi aux législatives. C'est la notabilisation des systèmes bloqués. Alain Rodet à Limoges, Angoulême, enfin, tous les lieux qu'on peut prendre. Donc, si vous voulez, c'est l'arrivée chez nous d'une nouvelle génération. Et ça, c'est très important. Après, on a nos propres problèmes. Qui est le patron? Comment fonctionne l'UMP dans ses strates et ses différences? C'est qui le patron? Pour l'instant, il y a un président de l'UMP qui est Jean-François Copé, mais on voit bien que d'autres personnalités, bien sûr François Fillon, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, d'autres exercent le même leadership sur la famille. Donc la seule manière de s'en tirer de tout ça, ça sera de faire comme l'a fait le PS, des primaires et de s'y tenir. Et Nicolas Sarkozy doit y participer. Et après les primaires, Nicolas Sarkozy doit y participer. Bien évidemment. Et après les primaires, on range les couteaux. Monsieur Valls, Premier ministre, il a fait 5% en primaire, c'était pas terrible. Madame Royal, elle a fait 11%. Ils sont aujourd'hui dans le même gouvernement. C'est comme ça que doit fonctionner la République. Merci Dominique Bussereau d'être venu nous voir ce matin à 8h56.